Mesdames et messieurs, bienvenue. C'est toujours un plaisir renouvelé de vous retrouver pour votre émission Impact Santé. Et comme annoncé dans l'émission précédente, nous nous intéressons aujourd'hui à la question de la détection précoce du cancer. Vous n'êtes pas sans savoir que le cancer est une cause majeure de mortalité selon l'Organisation mondiale de la santé. Plus tôt le cancer est détecté, mieux il est traité et le pire peut être évité. Comment détecter alors le cancer? Quels sont les moyens ou outils de diagnostic du cancer? Voici autant de préoccupations qui seront abordées au cours de cette émission. Et comme à l'accoutumée, c'est le naturothérapeute Siakassi qui va décortiquer les points évoqués ci-dessus. Une fois de plus, bienvenue à Impact Santé. Siakassi, c'est un plaisir renouvelé de vous retrouver sur ce plateau. Merci. Aujourd'hui, nous parlons de détection précoce du cancer. Que faut-il entendre par détection précoce du cancer? Le plus tôt on détecte le cancer, mieux ça vaut parce qu'on peut intervenir rapidement. Alors donc la détection précoce, comme son nom l'indique, va permettre de détecter dès les premiers moments de la vie, si je peux m'exprimer ainsi, du cancer. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des moyens de détecter le cancer dès les premiers moments de sa vie, de son déclenchement. Alors donc c'est ça en fait la détection précoce, détecter dès les premiers moments de sa vie. Et comment détectons le cancer? Pour la détection du cancer, il y a deux niveaux. À mon sens, je vais aborder deux niveaux. Il y a ce qu'on appelle... je prends par exemple le cancer du sein. On apprend aux femmes à une certaine technique, à savoir la palpation du sein pour détecter s'il y a une boule, quelque chose comme ça. Voilà une technique, par exemple, pour la détection précoce. Dans le cas, par exemple, du cancer du col de l'utérus, il y a des examens périodiques qui peuvent permettre de détecter les premiers signes, les premières manifestations du cancer du col de l'utérus et permettre d'intervenir immédiatement. Alors maintenant, il y a deux niveaux d'intervention. Le niveau 0, si je peux m'exprimer ici, le niveau 0 plus 1 mois, plus 1, et le niveau au moment où le cancer, les premiers signes vont commencer à se manifester. Alors, nous allons parler, dès que les premières cellules deviennent cancéreuses, il y a des signes, il y a des manifestations qu'on peut déjà appréhender et il y a des premiers signes d'alerte. Maintenant, il y a le stade où les premiers signes cliniques, c'est-à-dire que les premières manifestations palpables, visibles, vont commencer à se manifester. Et ça, à ce moment-là, c'est les marqueurs tumoraux. Alors donc, il y a deux niveaux. C'est-à-dire que dès que la première cellule devient cancéreuse, il y a des manifestations qui peuvent permettre d'appréhender sa présence et pour éviter que ça n'atteigne les premiers signes ou les premiers signes cliniques. Quels sont les moyens ou outils utilisés pour diagnostiquer ou détecter le cancer? Comme je vous l'ai dit tantôt, il y a aujourd'hui, parce que vous savez, le cancer est tel que les gens se sont mis à faire, il y a eu de la recherche quant aux moyens de cerner la maladie dès les premiers moments de sa naissance, si je peux m'exprimer ici. Dès les premiers moments de sa naissance, on a détecté qu'il est possible, il y a des tests sanguins, qui permettent de détecter le cancer dès les premiers moments de sa naissance. Alors donc, parmi ces deux, il y a deux tests sanguins, qui sont utilisés, qui sont reconnus, qui sont utilisés en ce moment, parce qu'aujourd'hui, la grande préoccupation, c'est qu'il faut détecter le cancer vraiment le plus tôt. Alors aujourd'hui, il y a deux tests sanguins. Il y a un test sanguin qui est la détection d'un anticorps. C'est le test, on appelle ça le test AMAS test. AMAS, AM2, AMAS. Donc c'est un anticorps. En fait, le test AMAS consiste à un anticorps qui est dirigé contre la malignine. Voilà, la malignine, qui est un peptide, donc qu'on ne trouve que dans les cellules cancéreuses. Donc, ce qui fait que si on fait ce test-là et qu'on trouve l'anticorps anti-maligne
Donc, on peut dire qu'il y a un cancer. Et cette malignité-là, on la trouve dans toutes les cellules cancéreuses. Dans toutes les cellules cancéreuses. Et c'est un chercheur américain, un docteur Bosch, un docteur PhD qui a fait l'université d'Harvard, qui a découvert justement ce test, qui a mis au point ce test AMAS. Bon, il y a aussi un autre test qu'on appelle le test de la nagalase. Parce que là aussi, dès que la première cellule devient cancéreuse, elle commence à libérer une enzyme qu'on appelle la nagalase. Donc là aussi, la présence de cette enzyme-là permet de dire qu'il y a un cancer qui est là. Mais entre la présence de la nagalase ou la malignine, donc entre ce temps et le moment où les premiers, il peut se dérouler un bon moment entre les premiers marqueurs, pas des marqueurs, les premiers enzymes qui sortent là, il peut se passer un bon moment, et donc ce qui fait que on peut tout de suite intervenir, parce que c'est ça la vraie détection précoce. Donc, je prends le cas de la nagalase. Dès qu'il y a la nagalase, on sait que le cancer est là. Dès qu'il y a la malignine, là aussi, on sait que le cancer est là. Donc, ce sont les deux éléments qui vont permettre de détecter d'une manière précoce, puisque c'est à la naissance même, c'est la naissance même du cancer qu'on les détecte. Alors maintenant, donc l'intérêt de ces deux-là, c'est que ça permet non seulement la détection précoce, mais ça permet de surveiller, de faire le monitoring du traitement. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il serait bon qu'on fasse d'abord le test de la nagalase avant de commencer le traitement. Parce que le test de la nagalase, à la fin du traitement, on peut faire un contrôle, ou le test de la malignine, le test AMAS, on peut faire un contrôle pour voir est-ce que le traitement a marché ou pas. Parce que si le traitement a marché, le taux de ces marqueurs-là doit baisser. Vous voyez? Alors donc, voilà deux marqueurs aujourd'hui, en tout cas, qui sont disponibles. Bon, le test AMAS, ça, c'est disponible aux États-Unis. Et le test la nagalase, ça, c'est en Europe particulièrement. Il y a un laboratoire un laboratoire de pointe qui est aux Pays-Bas qui fait ce test-là. Parmi ces deux moyens de diagnostic que vous venez d'énumérer, lequel est le plus recommandé selon vous et pourquoi? Lequel est le plus recommandé? Comme j'ai dit tantôt, les deux tests ont les mêmes objectifs. La détection précoce, le monitoring, et surtout, ça dit que ça peut permettre aux praticiens à tout moment de savoir est-ce que j'ai maîtrisé le cancer chez le patient, le cancer est maîtrisé, est-ce qu'il n'y a plus de risque de récidive. Donc les deux tests vont permettre ça. Mais dans notre contexte-là, moi, je ne dirais pas que je privilégie le test nagalase, parce que le test AMAS, ça c'est aux États-Unis, il est largement pratiqué aux États-Unis. Alors, compte tenu de la géographie et compte tenu du fait qu'une fois qu'on fait le prélèvement, dans les 24 heures, les échantillons doivent arriver au laboratoire. Donc, vous comprendrez que l'Europe est plus proche de nous que les États-Unis, malgré les moyens de communication. Alors donc, c'est la seule différence. Sinon, les deux tests ont les mêmes objectifs: détection précoce, monitoring du traitement. Et alors là aussi, ces deux tests vont monitoring du traitement. Et je pense que c'est deux éléments qui sont très, très importants. D'accord. Parlons du test de la nagalase. Comment est-il pratiqué? C'est comme je l'ai dit tantôt, les deux tests sont des tests sanguins. C'est-à-dire qu'on fait des prélèvements et on envoie à un laboratoire qui va analyser et pour voir est-ce qu'il y a, par exemple, dans le cas, il y a l'anticorps, la malignine, et dans l'autre cas, il y a la nagalase. Alors, dès qu'on trouve la nagalase, on peut dire avec certitude que le cancer est là, parce qu'il n'y a que le cancer qui produit ces deux éléments, que ce soit la malignine ou la nagalase. Donc, on peut dire avec certitude que le cancer est là, et en ce moment-là, on peut prendre les dispositions pour commencer le traitement, soit par les approches conventionnelles, la chimiothérapie, la radiothérapie. Il est vrai que, comme je l'ai dit tantôt, lorsque le cancer arrive aux premières manifestations cliniques, il y a aussi des marqueurs, ce qu'on appelle les marqueurs tumoraux, qui à ce stade-là, donc il y a la nagalase, la malignine au début, à la naissance, mais à un moment de la courbe du développement,
on peut aussi utiliser ce qu'on appelle les marqueurs tumoraux, par exemple le CA15 pour le cancer du sein, l'alpha-photoprotéine. Il y a différents types de marqueurs tumoraux en fonction des différents cancers. Mais par contre, la nagalase ou la malénie vont te dire, c'est parce que toutes les cellules cancéreuses ont les mêmes caractéristiques et vont produire la nagalase. Soit la nagalase, soit la malénie. Alors donc là, comme toutes les cellules, donc c'est-à-dire que ça permet de dire que le cancer est là à tous les niveaux. À tous les niveaux. Maintenant, on peut affiner comme on le fait, comme on peut le faire parfois, soit avec des marqueurs tumoraux pour certaines confirmations, ou par la biopsie, parce que la biopsie aussi consiste tout simplement à prélever un morceau de la partie. Lorsqu'on veut aller plus loin dans l'investigation, on va faire la biopsie, c'est-à-dire qu'on prélève un morceau du sein, ou bien de la prostate, ou bien l'organe qui est en cause, pour aller analyser à l'anapathe. Et là aussi, on peut avoir, c'est une façon d'avoir une autre confirmation. Donc voilà un peu ce que je veux dire. Parce que ce qui est sûr, c'est que la détection précoce est un impératif thérapeutique. Parce que le plus tôt on détecte, on peut tout de suite intervenir, soit par la chimio, soit par la radiothérapie, soit par la chirurgie. Bon, maintenant, du côté de la médecine alternative, vous savez que, par exemple, la cellule cancéreuse, elle est anaérobique. Donc, elle va produire son énergie par la fermentation. Alors donc, cette fermentation-là, on a des produits, par exemple le salicyllium, qui va rechercher les cellules qui fermentent et les détruire d'une manière spécifique. Bon, il y a aussi la vitamine C à forte dose, dont je parle souvent d'ailleurs. Donc la vitamine C à forte dose aussi, qui a une caractéristique, c'est que la cellule cancéreuse, elle a un gros besoin de glucose. Or, une des caractéristiques de la cellule cancéreuse, c'est qu'elle contient du fer. Elle contient du fer et elle aime le glucose. Donc, ce qui fait que, en utilisant la vitamine C à forte dose, qu'est-ce qui va se passer? La vitamine C à forte dose, compte tenu du fait que la vitamine C, la structure moléculaire de la vitamine C et la structure moléculaire du glucose est pratiquement identique. Donc, ça veut dire que dans la confusion, la cellule cancéreuse va se ruer sur la vitamine C, croyant que c'est du glucose, et de toute façon, c'est la même chose. Alors, donc, une fois que le glucose va entrer à l'intérieur de la cellule cancéreuse, au contact du fer qui y est déjà, ça va déclencher une réaction chimique qu'on appelle la réaction de Fenton, c'est-à-dire qu'elle va commencer à dégager, le peroxyde d'hydrogène. La réaction chimique consiste à la libération du peroxyde d'hydrogène, et au fur et à mesure que le taux de peroxyde d'hydrogène monte, à un moment donné, la cellule cancéreuse, elle est détruite par l'hydre. Je précise bien qu'en ce moment-là, on détruit la cellule cancéreuse, on ne touche pas la cellule saine. Vous voyez, on détruit la cellule cancéreuse. Alors donc, ce qui fait que l'intérêt, c'est quoi? C'est qu'on peut utiliser d'une manière combinée la vitamine C à forte dose ou la chimio. Donc, on peut les combiner parce que ça va améliorer le rendement même de la chimio. Parce que ça va aider à mieux cibler les cellules saines, les cellules malades, et laisser les cellules saines. Parce que la chimio, tout le monde le sait, ça ne pardonne pas les cellules saines et les cellules cancéreuses. Vous avez parlé tantôt de marqueurs tumoraux. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est comme le nom l'indique, c'est un marqueur, c'est un instrument d'appréciation. C'est-à-dire que c'est un instrument d'analyse, c'est-à-dire que c'est un moyen qu'on va utiliser pour savoir si, comme je l'ai dit tantôt, si dans tel organe, parce que les marqueurs tumoraux sont spécifiques aux organes, au type de cancer. Il y a les marqueurs tumoraux pour le cancer du sein, les marqueurs tumoraux pour le cancer de la prostate, pour le cancer du foie, etc., etc. Donc, il y a les marqueurs tumoraux qui sont spécifiques. Alors donc, là aussi, ça permet, je dirais même de confirmer, d'avoir la confirmation qu'effectivement, à cet organe précis-là, il y a un cancer. Donc, c'est on appelle ça les marqueurs tumoraux. C'est le nom consacré, c'est les marqueurs qui permettent de savoir qu'à tel organe, il y a effectivement, on a la confirmation qu'il y a un cancer. Et maintenant, on peut aller au-delà du marqueur avec la biopsie.
Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, je rappelle que vous suivez l'émission Impact Santé et la thématique du jour, c'est la détection précoce du cancer. Et le spécialiste qui décortique la thématique est le naturothérapeute Siakassi. Revenons au test du Nagalase. Voilà. Est-ce qu'il est spécifique à un type de cancer? Comme je l'ai dit, la cellule cancéreuse, par exemple, comme d'après le docteur Otto Warburg, c'est une cellule qui a muté en mode anaérobie. Parce qu'une cellule normale produit son énergie par l'utilisation de l'oxygène et du glucose. Ça, c'est la production aérobique. Mais la cellule cancéreuse, elle a perdu cette capacité et elle va produire son énergie par la fermentation. Donc, à cause du fait que le rendement énergétique de la fermentation est très faible, donc c'est ce qui explique que les cellules cancéreuses ont un gros besoin de glucose. Alors maintenant, la nagalase, comme je l'ai dit, dès que la première cellule devient cancéreuse, elle va libérer la nagalase. Et c'est cette nagalase-là, c'est la présence de cette nagalase-là qui va permettre de savoir qu'effectivement, il y a un cancer. Alors maintenant, cette nagalase-là, elle peut être aussi, la nagalase peut être aussi produite par un virus, une infection virale. Mais il n'y a pas de confusion, il n'y aura pas de confusion. On sait que la nagalase produite par une infection virale, le taux est bas. Le taux est bas, alors que la nagalase produite par un cancer, le taux est très élevé. Donc, on fait tout de suite la différence entre la nagalase qui vient d'une infection virale, comme par exemple le VIH, ou quelle que soit la nature de l'infection virale. Donc, on peut faire la différence entre la nagalase produite par une infection virale et la nagalase liée à un cancer. Il y a une différence nette dans le taux. Voilà. Donc, voilà ce qu'il faut retenir de la nagalase. Elle est spécifiquement produite par les cellules cancéreuses, mais elle peut l'être aussi par une infection virale. Mais il n'y a pas de confusion parce que la nagalase produite par une infection virale, le taux est généralement très bas. Le taux est bas, et tandis que la nagalase produite par un cancer, le taux est très élevé. Et c'est pourquoi, justement, à cause de ce taux élevé, qui ferait que la nagalase permet de faire le monitoring du traitement du cancer. Donc, en faisant le monitoring du traitement du cancer, ça veut dire que au fur et à mesure qu'on prend le traitement, le taux de nagalase doit baisser. Si le taux de nagalase baisse, parce qu'on connaît la fourchette, donc si elle arrive dans les normes, on sait en ce moment que le traitement est bon. Mais par contre, si le taux de nagalase ne baisse pas et monte, on sait que le protocole, il faut le changer. Quels sont les autres avantages que présente le test de la nagalase par rapport aux autres outils de diagnostic du cancer? On revient toujours au même problème parce que c'est le fait que la détection précoce est un impératif thérapeutique. Je dis bien un impératif thérapeutique parce que le plus tôt, parce que la mortalité, même une bonne partie de la mortalité du cancer vient de la détection tardive. On détecte tard. C'est ça qui augmente la mortalité. Si on pouvait détecter très tôt, on allait réduire de beaucoup la mortalité. Parce que qui dit détection précoce, dit traitement prise en charge précoce, dit meilleure chance de guérison. Vous voyez? Alors donc, l'avantage, c'est que, si on s'y prend tôt, et donc on arrive à juguler, enfin on arrive à mieux contrôler la maladie. Vous disiez tantôt que le test de la nagalase permet aussi d'intervenir au cours du traitement. Oui, je dis que ça permet le monitoring, c'est-à-dire que le suivi du traitement. Donc, ce qui va permettre, si on met en place en fait, l'idéal, je dis bien l'idéal, serait que avant de commencer un traitement, quelle que soit la nature, que ce soit le traitement conventionnel ou un traitement de la thérapie alternative, on doit faire le dosage de la nagalase et à la fin du traitement, on fait un contrôle et on regarde taux au départ, taux à l'arrivée. Alors à l'arrivée, là, le taux doit être éliminé puisque c'est la présence du cancer qui va produire. Donc si le taux de nagalase est éliminé, la nagalase est éliminée, on peut dire en ce moment que
c'est fini, le problème est terminé. Mais parfois, bon, par exemple, je peux donner un exemple aussi, parce que, par exemple, les personnes, les facteurs génétiques. Donc, s'il y a un cancer dans la famille, donc les gens, les membres de la famille peuvent anticiper, faire par exemple le test de la Nagala ou le test AMAS pour savoir si quelqu'un d'autre de membres de la famille n'ont pas, parce que vous savez qu'il y a des familles où le cancer est récurrent. Alors donc, on peut savoir aussi dans ces familles-là, on peut savoir qu'il y a un cancer et puis commencer à faire le test de la Nagala, et puis commencer un traitement. Et pour avoir de meilleures chances de guérison, parce que le gros problème du cancer, et c'est ce que tous les praticiens déplorent, c'est la détection tardive. Vous voyez? Alors, mais avec ce que je viens de vous dire là, que ce soit le test de la Nagala ou le test AMAS, il y a des marques, il y a des signes, il y a des enzymes qui permettent, dont la présence est spécifique au cancer. La maléline est spécifique au cancer, la Nagala est spécifique au cancer. Donc, dès qu'on les trouve, on peut dire avec certitude qu'il y a un cancer. Est-ce que le test de la Nagalas connaît des limites? Non, ben, pas la limite en tant que telle, non. La seule c'est même pas une limite, puisque je vous ai dit tout à l'heure que puisque le test de la Nagalase, c'est vrai que la Nagalase, elle est produite par les cellules cancéreuses, mais il y a aussi que les infections virales peuvent aussi libérer la Nagalase. Mais je vous ai précisé que la Nagalase d'origine virale, le taux de la Nagalase d'origine virale et le taux de la Nagalase d'origine cancéreuse, c'est complètement différent. Donc, il n'y a pas de confusion. Donc, la seule limite, je n'appelle pas ça limitation, puisqu'on sait faire la différence. C'est-à-dire que s'il y avait une confusion, totale, il n'y a pas de problème. Mais là, on sait faire la différence entre la Nagalase d'origine virale et la Nagalase d'origine cancéreuse. Donc, a priori, il n'y a pas de problème à faire. La détection précoce du cancer, c'est bien, mais après avoir détecté le cancer, que faut-il faire? Quelle est la solution? Bon, c'est comme je viens de dire, mais on a des traitements, que ce soit du côté de la médecine conventionnelle que du côté de la médecine alternative, parce que du côté de la médecine conventionnelle, il y a des traitements classiques qui sont connus, c'est la chimio, c'est la radiothérapie, et du côté de la médecine alternative, il y a beaucoup d'approches. Hein. Il y a par exemple la vitamine C à forte dose, hein, et personnellement, je sais de quoi je parle parce que j'ai été faire une formation aux États-Unis sur l'administration de la vitamine C à forte dose. Ensuite, il y a par exemple l'enzymothérapie. Il y a l'enzymothérapie parce qu'on on s'est rendu compte que la cellule cancéreuse a un revêtement de protéines. Et ce que je n'ai pas dit que je vais préciser, c'est que la Nagalase joue un rôle négatif parce que la Nagalase désactive le système immunitaire. Parce que dès que la première cellule devient cancéreuse, elle libère la Nagalase. Et la Nagalase va faire quoi? Elle va endormir ou désactiver le système immunitaire. Donc ça veut dire qu'une fois que le système immunitaire est désactivé, le cancer se développe. C'est pourquoi le cancer se développe à bas bruit. C'est pourquoi il se développe pendant des années sans crier gare. Et c'est ça qui fait qu'au moment où on se rend compte, les premiers signes, mais c'est qu'il s'est déjà passé un bon bout de temps déjà. Donc ça, c'est une caractéristique de la Nagalase. Elle désactive le système immunitaire, ou en d'autres termes, comme disait le professeur David Kayat, ça endort le système immunitaire. Or, c'est le système immunitaire qui est censé combattre les cellules cancéreuses. Alors, si la cellule cancéreuse est endormie, donc elle ne peut plus réagir. Donc ça, c'est une des caractéristiques aussi de la Nagalase. Elle endort le système immunitaire. Alors donc, à partir de ce moment-là, la Nagalase, ce qui est sûr, c'est que la Nagalase, une fois qu'on l'a détectée, parce qu'elle est libérée dès que la première cellule devient cancéreuse, elle libère la Nagalase. Et comme je l'ai dit tantôt, elle endort le système immunitaire. Et une fois que le système immunitaire... Alors maintenant, dans les traitements, il y a l'enzymothérapie, parce qu'on s'est rendu compte que la cellule cancéreuse a un revêtement de protéines. Et ce revêtement de protéines la rend indétectable par le système immunitaire. Vous voyez, on revient aussi, c'est-à-dire que si le système immunitaire joue un rôle clé dans la lutte contre le cancer. C'est pourquoi on dit que le cancer est une maladie immunosuppressive, parce qu'elle désactive le système immunitaire pour se développer tranquillement. Alors donc, il y a l'oxygénothérapie qu'on peut utiliser parce que la cellule cancéreuse n'aime pas l'oxygène. Donc, on utilise l'oxygène à des fins thérapeutiques
J'ai parlé de l'enzimothérapie, l'oxygénothérapie. Il y a la médecine alternative, en tout cas, a une brochette d'approches thérapeutiques pour détruire le cancer. Il y a par exemple, je vous ai parlé tantôt, parce que le fait que la cellule cancéreuse soit anaérobique et qu'elle produise son énergie par la fermentation, il y a aussi un traitement qu'on appelle le salicylum qui sera à la recherche des cellules qui fermentent. Dès qu'elle trouve une cellule qui fermente, elle la détruit. Donc, la médecine alternative aussi a des approches très intéressantes qui peuvent être utilisées en combinaison avec la médecine conventionnelle. Donc, l'un n'exclut pas l'autre, les deux se complètent. D'accord. C'est ici que nous mettons un terme à cette émission. Fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, nous recevions pour vous le naturothérapeute Siakassi. Et aujourd'hui, nous avons parlé de la détection précoce du cancer. Merci d'avoir été des nôtres. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous et que la grâce de Dieu soit votre partage. Shalom.